Le soleil matinal se faufilait à travers les fenêtres du bureau Penthouse d'Antoine Dubois. À 45 ans, il était l'un des hommes les plus puissants de Paris. Sa société, Dubois Entreprises, venait de conclure un autre accord d'1 milliard d'euros, et le champagne coulait à flot parmi ses cadres. Antoine se tenait près des fenêtres du sol au plafond, regardant la ville en contrebas. Il ajusta sa cravate de luxe et lissa son costume parfaitement taillé. Tout chez lui criait le succès, de ses chaussures de créateur à ses cheveux grisonnants parfaitement coiffés. Mais derrière son sourire confiant, il y avait un vide qu'il ne pouvait expliquer. Sophie Lefebvre, son assistante depuis 5 ans, frappa à sa porte. « Monsieur Dubois, le conseil d'administration vous attend dans la salle de conférence. » Antoine hocha la tête, rassemblant ses papiers. Un jour de plus, une victoire de plus. C'est ce que sa vie était devenue. Alors qu'il traversait les couloirs de son empire, les employés se hâtaient de se mettre à l'écart. Certains le qualifiaient de brillant, d'autres de sans cœur. Il s'en fichait. Il avait trop travaillé pour en arriver là, pour se soucier de ce que les gens pensaient de lui. Dans la salle de conférence, 12 hommes et femmes en costume de luxe étaient assis autour d'une immense table en acajou. Ils se levèrent tous à l'arrivée d'Antoine. De nos jours, tout le monde se levait lorsqu'il entrait dans une pièce. C'était bien loin de son enfance, où lui et sa mère, Evelyne, pouvaient à peine se permettre le loyer de leur petit appartement à Marseille. « Mesdames et messieurs », commença Antoine, sa voix attirant l'attention. « Aujourd'hui marque une nouvelle étape pour Dubois Entreprises. L'acquisition Moreau est finalisée. » Des applaudissements emplirent la salle. Antoine s'autorisa un petit sourire. C'était ce qu'il avait toujours voulu, le pouvoir, le respect, le succès. Il s'était frayé un chemin à partir de rien, laissant derrière lui tout et tous ceux qui pourraient le freiner. Après la réunion, Antoine retourna à son bureau. Sophie le suivit avec son emploi du temps pour la journée. « Le gala de charité a lieu ce soir, monsieur Dubois », lui rappela-t-elle. « Votre rendez-vous, mademoiselle Chloé Delacroix, vous y rejoindra. » Haute. Chloé était la petite amie mondain parfaite, belle, sophistiquée et surtout issue d'une famille fortunée. Elle comprenait le monde dans lequel Antoine vivait maintenant. Contrairement à sa mère, qui n'avait jamais compris pourquoi, les marques de luxe et les relations sociales étaient si importantes. Antoine repoussa la pensée de sa mère. Il ne lui avait pas parlé depuis 15 ans. La dernière fois qu'il l'avait vue, elle se tenait dans l'embrasure de leur vieil appartement, les larmes aux yeux alors qu'il s'éloignait. Il avait été si furieux alors, furieux de leur pauvreté, furieux des sacrifices qu'ils avaient dû faire, furieux du monde qui les méprisait. Ce soir-là, Antoine se tenait devant son placard, choisissant un smoking pour le gala. Son téléphone vibra. Un message de Chloé. « J'ai hâte de te voir ce soir, chérie. La presse sera là, porte la cravate bleue. » Bien sûr, elle penserait à la presse. Tout dans la vie d'Antoine était désormais question d'apparence. En nouant sa cravate, il aperçut une vieille photo rangée dans son tiroir. Il la gardait généralement cachée, mais parfois, tard dans la nuit, il la regardait. Elle montrait une version beaucoup plus jeune de lui-même, avec sa mère à son baccalauréat. Ils souriaient tous les deux, malgré leurs vêtements d'occasion. Le visage de sa mère rayonnait de fierté. Le son de son téléphone qui sonnait le ramena à la réalité. C'était Richard Martin, son avocat. « Antoine, excellente nouvelle concernant l'accord Moreau, » dit Richard. « Mais il y a autre chose. Vous vous souvenez de ce prêt que vous avez obtenu lorsque vous débutiez, celui de l'investisseur anonyme. » Antoine s'en souvenait parfaitement. Il y a 20 ans, alors qu'il essayait de lancer sa première entreprise, un prêt mystérieux était arrivé juste au moment où il en avait le plus besoin. Il avait suffi à louer ses premiers locaux professionnels et à embaucher son premier employé et ce prêt avait été le fondement de tout ce qu'il avait construit. « Qu'y a-t-il » demanda Antoine. « Eh bien, j'ai fait quelques recherches en essayant de régler les derniers détails. Il y a quelque chose d'étrange concernant l'origine de cet argent. » Antoine consulta sa montre. Il était déjà en retard pour le gala. « On peut en parler demain ?»« Bien sûr, mais alors on en discutera demain. » Antoine raccrocha. Il avait un gala auquel assister, des photographes pour lesquels poser, des mains à serrer. Le passé pouvait attendre. Alors que son chauffeur naviguait dans les rues animées de Paris, l'esprit d'Antoine revint au prêt. Il avait toujours supposé qu'il s'agissait d'un investisseur providentiel qui avait vu le potentiel de son plan d'affaires. L'argent était apparu sur son compte,
juste après que toutes les banques de la ville l'eussent refusé. À l'époque, cela avait ressemblé à un miracle. La voiture s'arrêta à un feu rouge dans un quartier moins prestigieux de la ville. Antoine évitait généralement ces quartiers. Il lui rappelait trop son passé. Alors qu'il attendait que le feu passe au vert, un mouvement dans une ruelle voisine attira son attention. Une vieille femme était blottie contre le mur, entourée de sacs poubelles et de cartons. Quelque chose chez elle lui semblait familier. La façon dont elle se tenait, même dans des circonstances aussi désespérées, avait une certaine dignité. Antoine se retrouva à la regarder, essayant de se souvenir où il avait pu la voir auparavant. La femme leva les yeux et leurs regards se croisèrent à travers la vitre de la voiture. Le cœur d'Antoine s'arrêta. Les cheveux argentés étaient maintenant emmêlés et sales. Le visage était plus ridé, plus fatigué qu'il ne s'en souvenait. Mais ses yeux, il reconnaîtrait ses yeux partout. C'étaient les mêmes yeux qu'il avait surveillés lorsqu'il était malade, qui s'étaient remplis de larmes de joie à chaque petite réussite, qu'il avait regardé avec un amour indéfectible, même lorsqu'il s'était éloigné. « Arrêtez la voiture !» murmura Antoine, puis plus fort. « Arrêtez la voiture !» Son chauffeur freina brusquement, surpris par l'urgence dans la voix de son patron. Mais Antoine ne faisait plus attention. Il ouvrait déjà la portière, ses chaussures de luxe frappant le trottoir sale alors qu'il courait vers la ruelle. La femme essaya de se recroqueviller alors qu'il s'approchait, comme si elle avait honte d'être vue. Ce petit geste brisa quelque chose en Antoine. « Maman ?» Sa voix se brisa sur le mot. « Maman, c'est toi ?» Évelyne Dubois leva les yeux vers son fils, les larmes aux yeux. « Antoine ?» Le monde sembla cesser de tourner alors que mère et fils se regardaient dans cette ruelle sale, 15 ans de silence s'étirant entre eux comme un océan. Antoine tomba à genoux à côté d'elle, sans se soucier de son costume à plusieurs milliers d'euros ou de ce que quiconque pourrait penser. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Pourquoi es-tu ici ?» Les mains de sa mère, autrefois si fortes et capables, maintenant minces et tremblantes, se portèrent sur son visage. « Mon garçon », dit-elle doucement, « mon beau garçon. » Derrière eux, la ville poursuivait sa course sans fin. Les klaxons retentissaient, les gens criaient, la vie continuait. Mais à cet instant, Antoine Dubois, le milliardaire qui avait tout, réalisa qu'il n'avait rien du tout. Et il allait apprendre le véritable coût de son succès. Un coût que sa mère avait entièrement payé. Antoine ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Sa mère, qui avait toujours été si fière, si forte, était assise dans une ruelle sale, entourée de déchets. Ses vêtements étaient usés et sales, et elle avait l'air si maigre que cela lui brisait le cœur. « Maman, s'il te plaît, » dit-il, enlevant son manteau de luxe et en le drapant sur ses épaules. « Tu dois venir avec moi tout de suite. Je te ramène à la maison. » Évelyne essaya de protester, mais elle était trop faible. Antoine la souleva dans ses bras, choqué par sa légèreté. Derrière eux, son chauffeur se tenait près de la voiture, la bouche ouverte de surprise, en voyant son patron, qui n'oserait même pas toucher une poignée de porte, porter une femme sans abri. « Ouvrez la porte !» ordonna Antoine. Le chauffeur se hâta d'obéir. Alors qu'ils traversèrent la ville, Antoine tenait fermement la main de sa mère. Elle continuait de le regarder, les larmes aux yeux, touchant son visage comme si elle ne pouvait pas croire qu'il était réel. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Antoine, la voix brisée. « Pourquoi ne m'as-tu pas fait savoir que tu avais besoin d'aide ?» Évelyne sourit simplement de ce même sourire doux qu'elle lui avait toujours adressé lorsqu'il était contrarié. « Tu construisais ton rêve, » dit-elle doucement. « Je ne voulais pas te gêner. » La voiture s'arrêta devant l'immeuble Pantouz d'Antoine. Les yeux du concierge s'écarquillèrent lorsqu'il vit Antoine aider Évelyne à sortir de la voiture. Mais un regard vif de son patron le fit taire. À l'intérieur du Pantouz, tout était élégant, moderne et cher. Évelyne regarda autour d'elle avec émerveillement, ses yeux absorbant la vie que son fils s'était construite. « La première chose que nous devons faire est de te nettoyer, » dit Antoine, la conduisant à la salle de bain d'amis. « Je demanderai à Sophie de t'apporter des vêtements. » Il appela son assistante qui fut surprise de le voir l'appeler. « Sophie, j'ai besoin que tu ailles faire les courses tout de suite. J'ai besoin de vêtements pour femmes taille petite, de sous-vêtements à la veste. Et je veux qu'ils soient livrés à mon Pantouz immédiatement. Mais monsieur Dubois, le gala, annulez-le. Annulez tout pour les prochains jours, c'est plus important. » Pendant qu'ils attendaient les vêtements, Antoine prépara un bain chaud pour sa mère. Alors qu'il l'aidait à s'installer, il remarqua la maigreur de ses bras, la proéminence de ses os. Son cœur lui faisait mal en pensant au temps qu'elle devait passer dans la rue,
Je serai juste dehors si tu as besoin de quelque chose, lui dit-il. Assis dans son salon, l'esprit d'Antoine était en ébullition. Comment cela avait-il pu arriver? Sa mère avait toujours été si débrouillarde, si capable. Elle avait fait 3 emplois lorsqu'il était enfant juste, pour mettre de la nourriture sur la table. Qu'est-ce qui avait pu la réduire à vivre dans la rue? Son téléphone vibra à plusieurs reprises. Des messages de Chloé demandant où il était, des membres du conseil d'administration voulant discuter de l'accord Moreau, de son avocat essayant toujours de lui parler du prêt. Il les ignora tous. Lorsqu'Evelyne sortit de la salle de bain 1 heure plus tard, enveloppée d'un peignoir moelleux, elle ressemblait déjà plus à elle-même. Ses cheveux argentés étaient propres et peignés, et une partie de l'épuisement avait disparu de son visage. Les vêtements que Sophie avait apportés étaient simples mais élégants, exactement ce que sa mère aurait choisi pour elle-même. « Tu es magnifique, maman », dit Antoine, la voix pleine d'émotion. Evelyne sourit. « Tu as toujours été douée pour les compliments. » Elle s'assit sur le canapé, ses mouvements prudents et délibérés. « Mais nous devons parler, Antoine. » Il s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Elles étaient si petites, si fragiles. « Oui, nous le devons. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais un appartement, un emploi. »« Oui, » hocha-t-elle de la tête. « Mais parfois, nous faisons des choix par amour que les autres ne comprennent pas. » Avant qu'elle ne puisse continuer, le téléphone d'Antoine sonna à nouveau. C'était Richard, son avocat, pour la 3e fois ce soir-là. « Je suis désolé, maman, laisse-moi juste lui dire d'appeler demain. » Mais lorsqu'il regarda l'écran, il vit un message qui lui glaça le sang. « Le prêt qui a lancé votre entreprise. J'ai découvert son origine. Il provenait de la vente d'une maison à Marseille. Le vendeur était Evelyne Dubois. » Antoine regarda sa mère, les pièces se mettant soudainement en place. « Maman, » murmura-t-il, « qu'as-tu fait ?» Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. « Tu étais tellement déterminée à réussir, » dit-elle doucement. « Toutes les banques t'avaient refusé. Tu étais si découragée, si en colère contre le monde. Je ne pouvais pas supporter de voir tes rêves mourir. Le prêt, l'investisseur anonyme. » La voix d'Antoine se brisa. « C'était toi ?» Elle hocha la tête. « J'avais économisé assez d'argent pour acheter cette petite maison que j'avais toujours voulu. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était la mienne. Quand j'ai vu combien tu avais besoin d'argent pour ton entreprise, j'ai su ce que je devais faire. Mais pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'aurais trouvé une autre solution. Aurais-tu pris l'argent si tu savais qu'il venait de moi? Demanda Evelyne doucement. Tu étais si en colère à l'époque, si déterminée à laisser notre ancienne vie derrière toi. Tu voulais réussir par toi-même. Antoine avait l'impression de ne plus pouvoir respirer. Mais qu'est-il arrivé après ça? Comment as-tu fini dans la rue? Evelyne soupira. Les choses sont devenues plus difficiles après que j'ai vendu la maison. Le loyer a augmenté, puis je suis tombée malade. Les factures médicales se sont accumulées. J'ai perdu mon emploi puis mon appartement. Mais j'ai lu des articles sur toi dans les journaux. J'ai vu à quel point tu réussissais. Cela a tout rendu worthwhile. Worthwhile? Antoine se leva, se passant les mains dans les cheveux avec détresse. Comment le fait de me voir dans les journaux pouvait-il valoir la peine de vivre dans la rue? J'avais plus d'argent que je ne pouvais en dépenser et tu dormais dans une ruelle. Parce que tu es mon fils, dit simplement Evelyne. Et il n'y a rien au monde que je ne sacrifierais pas pour toi. Antoine tomba à genoux devant sa mère, posant sa tête sur ses genoux comme il le faisait lorsqu'il était petit garçon. Des larmes coulaient sur son visage, alors que tout le poids de son sacrifice le frappait. Toutes ces années, il avait pensé que son succès était uniquement dû à son propre travail acharné et à sa détermination. Il avait été si fier de réussir par lui-même, de prouver que tout le monde avait tort. Mais la vérité était que son tout premier pas vers le succès avait été acheté avec les rêves de sa mère, et comment l'avait-il remboursé? En s'éloignant, en ignorant ses appels, en étant trop occupé par sa nouvelle vie pour prendre de ses nouvelles. Alors qu'il assistait à des galas et concluait des accords de plusieurs millions d'euros, elle lutta pour survivre. « Je suis tellement désolé, » sanglota-t-il. « Je suis tellement désolé. » Evelyne lui caressa les cheveux comme elle le faisait lorsqu'il était petit. « Il n'y a rien à regretter, » dit-elle doucement. « Tu étais toujours destiné à de grandes choses. Je le savais dès ta naissance. Mais j'ai oublié ce qui était vraiment important, » dit Antoine, levant les yeux vers elle. «
J'ai oublié que rien de tout cela n'a d'importance sans la famille. Devant les fenêtres du penthouse, les lumières de la ville brillaient comme des étoiles. Dans les bureaux de Paris, des accords étaient conclus, des fortunes gagnées et perdues. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance pour Antoine Dubois. À cet instant, il fit une promesse à lui-même et à sa mère. Il passerait le reste de sa vie à rattraper les années qu'ils avaient perdues. Il lui montrerait que son sacrifice n'avait pas seulement créé un homme d'affaires prospère, il avait créé un fils qui n'oublierait plus jamais la vraie signification de l'amour. Le lendemain matin, Antoine se réveilla sur le canapé de son salon. Il avait refusé de quitter sa mère, craignant que si elle allait dans sa chambre, elle puisse disparaître. Evelyne dormait encore dans la chambre d'amis et la lumière du matin donnait au penthouse une lueur paisible. Son téléphone affichait des dizaines d'appels manqués. Chloé avait laissé plusieurs messages en colère à propos de son absence au gala. Le conseil d'administration voulait savoir pourquoi il avait annulé toutes ses réunions. Mais rien de tout cela ne semblait plus important. Sophie arriva tôt portant des sacs d'épicerie comme Antoine le lui avait demandé. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit son patron dans les mêmes vêtements que la veille, son costume de luxe froissé après avoir dormi sur le canapé. « Monsieur Dubois, dit-elle prudemment, le conseil d'administration est très préoccupé. Il parle d'organiser une réunion d'urgence concernant l'acquisition Moreau. Laissez-les parler, répondit Antoine prenant les épiceries. J'ai besoin que vous libériez mon emploi du temps pour la semaine prochaine et trouvez-moi les meilleurs médecins de la ville. Je veux que ma mère fasse un examen. Complet aujourd'hui. Le masque professionnel de Sophie glissa un instant. Votre mère, avant qu'Antoine ne puisse expliquer, Evelyne apparut dans l'embrasure de la chambre d'amis. Même dans des vêtements empruntés, elle avait une grâce naturelle qui captivait l'attention. Sophie la regarda, essayant de concilier cette femme douce avec l'homme d'affaires impitoyable pour lequel elle travaillait depuis toutes ces années. « Bonjour, dit Evelyne doucement. Tu dois être Sophie. Antoine m'a dit quelle merveilleuse assistante tu étais. » Sophie ne put s'empêcher de sourire. Il y avait quelque chose chez Evelyne qui donnait envie de sourire. « C'est très agréable de vous rencontrer, Madame Dubois. Puis-je vous apporter quelque chose ? » « En fait, interrompit Antoine, je vais préparer le petit déjeuner aujourd'hui. » Il se tourna vers sa mère. « Tu me faisais toujours le petit déjeuner. Maintenant, c'est à mon tour. » Alors qu'Antoine se déplaçait dans sa cuisine rarement utilisée, sortant des casseroles et des ingrédients, son téléphone sonna à nouveau. Cette fois, c'était Chloé. « Antoine, chéri. » Sa voix dégoulinait de douceur artificielle. « Tout le monde parle de ta disparition hier soir. La presse commence à poser des questions. Nous devons faire une déclaration. »« Pas maintenant, Chloé. Mais chérie, ton image, j'ai dit pas maintenant. » Il raccrocha, reportant son attention sur les crêpes qu'il essayait de faire. Elles étaient grumeleuses et légèrement brûlées. Rien de comparable aux parfaites crêpes que sa mère préparait. Mais Evelyne les mangea comme si c'était le meilleur repas qu'elle ait jamais mangé. « Celle-ci me rappelle la première fois que tu as essayé de cuisiner, » dit-elle, les yeux pétillants. « Tu avais 12 ans et tu étais déterminée à me préparer le petit déjeuner pour la fête des mères. Tu as presque brûlé la cuisine. » Antoine rit, vraiment rit, pour la première fois depuis ce qui lui semblait être des années. « J'avais oublié ça. Tu n'étais même pas en colère. Tu m'as juste aidé à nettoyer et tu m'as ensuite appris la bonne façon de le faire. » Leur matinée paisible fut interrompue par l'arrivée de Richard Martin, l'avocat d'Antoine. Il se précipita dans le penthouse agitant des papiers. « Antoine, nous devons parler de l'accord Moreau. Le conseil d'administration menace de... » Oh ! Il s'arrêta net lorsqu'il vit Evelyne. « Je suis désolé, je ne savais pas. Que vous aviez de la compagnie ?»« Richard, dit Antoine fermement. Voici ma mère. Maman, voici Richard Thompson, mon avocat. » Le visage de Richard passa par une série d'expressions alors qu'il reliait les points. « Madame Dubois, le prêt, je vois. » Il avait l'air mal à l'aise. Le visage de Richard se contracta tandis qu'il comprenait la situation. « Madame Dubois, le prêt, je comprends. » Il semblait mal à l'aise. « Ma mère, dit Antoine. » Richard remua nerveusement. « Il s'agit du conseil d'administration. Ils ne sont pas contents que vous ayez tout annulé. Des rumeurs commencent à circuler sur votre stabilité, votre engagement envers l'entreprise. La famille Moreau menace de se retirer de l'accord. »« Qu'ils le fassent, » répondit Antoine calmement, surprenant tout le monde dans la pièce. « Il y aura d'autres accords. »« Mais Antoine, » bredouilla Richard, « il s'agit d'une acquisition d'1 milliard d'euros.
Les actionnaires devront attendre. Pour l'instant, ma mère a besoin de voir un médecin. » Comme sur commande, Sophie revint annoncer qu'elle avait pris rendez-vous avec plusieurs spécialistes pour l'après-midi même. Antoine la remercia, puis se tourna vers son avocat. « Richard, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Découvrez tout ce que vous pouvez sur ce qui est arrivé à l'ancienne maison de ma mère. Qui l'a achetée, sa valeur actuelle, tout. Mais l'accord avec Moreau, c'est plus important. » Le ton d'Antoine laissa clairement entendre que la discussion était terminée. Après le départ de Richard, visiblement frustré, Evelyne toucha la main de son fils. « Tu n'as pas besoin de mettre ton entreprise en danger pour moi. »« Si, je le dois, » répondit fermement Antoine. « Pendant trop longtemps, j'ai tout vu à l'envers. Je pensais que le succès signifiait conclure les plus gros accords, avoir le plus d'argent, les meilleures relations sociales. Mais je me trompais. » Il prit les mains de sa mère dans les siennes. « Tu as tout abandonné pour moi, et j'étais trop aveugle pour le voir. Je suis devenu exactement le genre de personne que je détestais autrefois. Quelqu'un qui ne se souciait que de l'argent et du statut. Mais cela change aujourd'hui. » Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. « Tu t'es construit. Une vie tellement incroyable. Je ne veux pas causer de problèmes. Tu ne causes pas de problèmes, maman. Tu m'aides à les résoudre. » Il serra ses mains. « Maintenant, allons te faire voir ces médecins. » Le reste de la journée fut un flou de rendez-vous médicaux. Antoine insista pour avoir les meilleurs spécialistes, les examens les plus approfondis. Chaque consultation médicale révéla le lourd tribut que des années de vie dans la rue avaient exigé de la santé de sa mère. Malnutrition, hypertension artérielle non traitée, arthrite aggravée sans soins appropriés, la liste semblait sans fin. Mais le pire moment survint lors d'une visite chez un cardiologue. Le médecin prit Antoine à part après avoir examiné Evelyne. « Monsieur Dubois, » dit le médecin gravement, « l'état cardiaque de votre mère est sérieux. Elle a besoin d'un traitement immédiat. Sans cela, il n'eut pas besoin. » De finir la phrase, Antoine eut l'impression qu'on lui avait asséné un coup de poing dans l'estomac. Tout son argent, tout son pouvoir, et il risquait quand même de perdre sa mère parce qu'il n'avait pas été là quand elle avait besoin de lui. De retour dans son penthouse le soir, tandis qu'Evelyne reposait, Antoine resta assis dans son bureau, fixant une vieille photo d'eux ensemble. Son téléphone vibra, affichant un message de Chloé. « Mon chéri, des rumeurs circulent sur le fait que tu as été vu avec une femme sans abri. Nous devons gérer cela avant que cela n'affecte ta réputation. Appelle-moi. » Antoine supprima le message sans répondre. Qu'il parle, que l'accord échoue, que son image soigneusement construite s'effondre. Rien de tout cela n'avait d'importance comparé au temps précieux qu'il avait perdu, aux années qu'il ne pourrait jamais récupérer. Un léger coup à la porte de son bureau le tira de ses pensées. C'était Sophie. « Monsieur Dubois, » dit-elle hésitamment, « il y a quelque chose que vous devriez savoir. J'ai fait des recherches et, votre mère n'a pas toujours été sans abri. Après avoir vendu sa maison, elle a vécu dans un petit appartement. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Quelqu'un a acheté l'immeuble et a doublé tous les loyers du jour au lendemain. Le nouveau propriétaire c'était Alexandre Moreau. » Antoine sentit son sang se glacer. Alexandre Moreau, le même homme dont il s'apprêtait à acquérir l'entreprise. L'homme qui avait forcé sa mère à vivre dans la rue était celui qu'il s'apprêtait à rendre. Encore plus riche, à cet instant, quelque chose changea en Antoine Dubois. L'accord n'était plus seulement une transaction commerciale, c'était personnel. Et il allait s'assurer qu'Alexandre Moreau sache exactement ce que ça faisait de tout perdre. Antoine passa la nuit dans son bureau, passant en revue chaque information qu'il pouvait trouver sur Alexandre Moreau. Plus il découvrait, plus il devenait furieux. Moreau avait gagné des millions en rachetant de vieux immeubles, en expulsant les locataires de longue date et en les transformant en appartements de luxe. Sa mère n'avait pas été la seule victime, il y en avait des centaines d'autres. Soleil se levait lorsque Sophie arriva au bureau, portant 2 tasses de café. Elle ne fut pas surprise de trouver son patron encore éveillé. « J'ai trouvé autre chose », dit-elle en lui tendant un café. « L'entreprise de Moreau est en difficulté. Ils le cachent bien, mais ils ont désespérément besoin que cette acquisition aboutisse. C'est pourquoi ils ont accepté vos conditions si rapidement. » Antoine sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son sourire. « Faites monter Richard ici, maintenant. » Pendant qu'ils attendirent l'avocat,
Antoine appela pour prendre des nouvelles de sa mère. Evelyne dormait toujours paisiblement, dans la chambre d'amis, surveillée par l'infirmière privée qu'il avait engagée. Richard arriva l'air anxieux. « Antoine, le conseil d'administration se réunit dans 1 heure. Il vote pour savoir s'il faut vous retirer de votre poste de PDG. Vous devez... » « Asseyez-vous, » interrompit Antoine. « L'accord avec Moreau est toujours d'actualité. Mais nous allons le faire à ma manière. » Pendant l'heure qui suivit, Antoine exposa son plan. Au moment où il eut terminé, même Richard souriait. « C'est brillant, » admit l'avocat. « Ruthless, mais brillant. Moreau ne verra pas ce qui le frappe. » Bien, parce que nous le faisons aujourd'hui. Appelez le conseil d'administration, dites-leur que je serai à la réunion. De retour au Pentouz, Antoine trouva sa mère dans la cuisine, essayant de préparer le petit déjeuner malgré les protestations de l'infirmière. « Maman, tu devrais te reposer, » dit-il en lui prenant délicatement la poêle des mains. « J'ai assez reposé, » répondit Evelyne. « En plus, je veux te préparer le petit déjeuner avant ta réunion. » Antoine la regarda fixement. « Comment savais-tu qu'il y avait une réunion ? » « Sophie m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. C'est une douce fille. » Evelyne toucha son visage. « Tu as l'air fatigué, mon chéri. Tu travailles trop, dur. »« Je vais bien. J'ai juste besoin de m'occuper de quelque chose. Cela n'aurait rien à voir avec Alexandre Moreau, n'est-ce pas ?» Antoine essaya de cacher sa surprise, mais sa mère le connaissait trop bien. « Sophie m'a parlé de lui, » dit Evelyne doucement. « De ce qu'il a fait à l'immeuble où je vivais. »« Il va payer pour ça, » promit Antoine. « Non. » La voix d'Evelyne était ferme. « La vengeance n'aidera personne. Cela ne compensera pas le temps perdu, et cela ne rendra ni l'un ni l'autre heureux. Mais ce qu'il t'a fait était mal, admit-elle. Mais le détruire ne changera rien. Utilise ton pouvoir pour aider les gens à la place. Cela signifierait tellement plus. » Avant qu'Antoine ne puisse répondre, son téléphone vibra. Le conseil d'administration attendait. « Va-y, » dit Evelyne en lui serrant la main. « Mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. » La salle du conseil était tendue à l'arrivée d'Antoine. 12 visages le regardaient avec des degrés variables d'inquiétude et de désapprobation. À l'autre bout de la table se trouvait Alexandre Moreau, l'air suffisant. « Monsieur Dubois, » dit Moreau poliment, « nous commencions à nous inquiéter que vous ayez perdu intérêt à notre accord. » Antoine s'assit, plaçant un épais dossier sur la table. « Au contraire, je me suis beaucoup intéressé à votre entreprise, monsieur Moreau, en particulier à vos pratiques immobilières. » Le sourire de Moreau vacilla légèrement. « Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire. » « Non ? Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. » Antoine ouvrit le dossier. « Il y a 5 ans, vous avez acheté un immeuble à Marseille. Vous avez doublé le loyer du jour au lendemain, forçant des dizaines de familles qui y vivaient depuis des années à partir. L'une de ces résidentes était ma mère. La salle devint silencieuse. Le visage de Moreau avait perdu toute couleur. « Maintenant, » continua Antoine, « j'ai passé la nuit à examiner les registres de votre entreprise. Il semble que vous ayez caché des informations intéressantes à vos actionnaires, des informations qu'ils pourraient trouver très préoccupantes. « Vous bluffez, » dit Moreau, mais sa voix tremblait. Antoine sortit une pile de papier. « Ce sont les registres de chaque immeuble que vous avez acheté au cours des 10 dernières années. Chaque famille que vous avez expulsée, chaque infraction au code que vous avez dissimulé, chaque inspecteur que vous avez soudoyé. » Il se tourna vers le conseil d'administration. « L'entreprise de Moreau n'est pas seulement moralement en faillite. Elle est en fait en faillite. Il truque les comptes depuis des années. La seule raison pour laquelle il a accepté cette acquisition est qu'il est désespéré d'argent. » La salle du conseil explosa dans le chaos. Moreau se leva d'un bond criant des dénégations, mais Antoine n'avait pas terminé. « Je vais quand même acheter votre entreprise, Moreau, mais pas au prix convenu. Vous allez me la vendre. Exactement pour ce que vous avez payé à ma mère pour sa maison, ajusté en fonction de l'inflation, bien sûr. » « Vous ne pouvez pas faire ça, » bredouilla Moreau. « En fait, je le peux, parce qu'en ce moment, vous avez 2 choix. Soit vous acceptez mon offre, soit j'envoie ces documents à l'AMF, à la Direction générale des finances publiques, et à tous les journaux du pays. » Moreau s'effondra sur sa chaise, vaincu. Antoine se leva. « Oh, et une dernière chose. Chaque résident que vous avez expulsé de son logement, il récupère ses biens avec une compensation pour ses souffrances. Et vous allez payer cela de votre poche. » En quittant la salle du conseil,
Antoine se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Mais les paroles de sa mère résonnaient encore dans son esprit. La vengeance était-elle vraiment la réponse? De retour au penthouse, il trouva Evelyn assise avec Sophie, feuilletant de vieux albums photos que son assistante avait somehow retrouvés. « Oh, regardez celui-ci », disait Evelyn en pointant une photo. C'était le premier jour d'école de Christopher. Il était tellement nerveux, mais il ne voulait pas l'admettre. Il me serrait juste la main si fort. Sophie leva les yeux à l'arrivée d'Antoine. « Votre mère m'a raconté les histoires les plus merveilleuses. Quelque chose dans le fait de les voir ensemble. Sa mère, qui avait tout sacrifié pour lui, et son assistante, qui avait fait preuve de plus de loyauté et de compassion que tous ses amis mondains, fit réaliser à Antoine que sa mère avait raison. « L'accord est conclu », leur dit-il. « Mais je pense que nous devons apporter quelques modifications au plan. » Evelyn leva un sourcil. « Quelle sorte de modifications? Au lieu de simplement rendre leur maison aux gens, et si nous faisions plus? Et si nous créions une fondation? Une fondation qui aide les gens à garder leur maison en premier lieu, qui lutte contre les propriétaires prédateurs, qui veille à ce qu'aucune autre famille n'ait à traverser ce que nous avons traversé. » Les yeux de sa mère se remplirent de larmes, mais cette fois c'était des larmes de joie. Ça ressemble à mon Antoine. Sophie sortait déjà sa tablette. « Je peux commencer à travailler sur les papiers immédiatement. Nous devrons mettre en place un conseil d'administration, établir un financement. Et je sais qui devrait le diriger, » dit Antoine en regardant sa mère. « Quelqu'un qui comprend exactement ce que ces familles traversent, quelqu'un qui a plus de compassion et de sagesse que quiconque je connaisse. » Evelyn commença à protester, mais Antoine prit ses mains dans les siennes. « Maman, tu as passé toute ta vie à donner aux autres. Laisse-moi rendre quelque chose. Laisse-moi t'aider à aider les autres. » Pendant un instant, le penthouse fut silencieux. Puis Evelyn sourit, et Antoine sut qu'il avait enfin fait le bon choix. Dehors, la ville continuait sa course sans fin. Mais à l'intérieur de ce penthouse, quelque chose de beau commençait. Le sacrifice d'une mère était en train d'être transformé en espoir pour d'innombrables autres. Et un fils qui s'était perdu trouvait enfin sa véritable vocation. La nouvelle de la confrontation d'Antoine avec Moreau se répandit comme une traînée de poudre dans le monde des affaires parisien. La presse se délectait de l'histoire du PDG impitoyable qui avait fait tomber un rival pour venger sa mère sans abri. Chloé laissait des messages frénétiques concernant le contrôle des dégâts, mais Antoine les ignora tous. Il avait des choses plus importantes à se faire. La santé de sa mère était toujours fragile et les médecins étaient préoccupés par son état cardiaque. Chaque jour, il s'assurait qu'elle prenne ses médicaments, qu'elle mange correctement et qu'elle se repose suffisamment. Mais Evelyn était têtue. Elle insistait pour aider à élaborer les plans de la nouvelle fondation. « Maman, s'il te plaît », supplia Antoine un matin en la trouvant à son bureau à domicile, entouré de papiers. « Tu dois y aller doucement. »« Je suis tranquille depuis des jours », répondit Evelyn sans lever les yeux du document qu'elle lisait. « En plus, ces gens ont besoin d'aide maintenant. Savais-tu que la famille Hernandez est sur le point de perdre sa maison, 3 enfants et nulle part où aller ?» Antoine ne put s'empêcher de sourire. Même après tout ce qu'elle avait traversé, la première pensée de sa mère était toujours pour les autres. Sophie entra dans le bureau avec leur café du matin. Au cours des dernières semaines, elle était devenue plus qu'une simple assistante. Elle faisait pratiquement partie de la famille. Evelyn l'avait prise sous son aile, la traitant comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. « Madame Dubois, j'ai apporté vos médicaments pour le cœur », dit Sophie, en posant un flacon de pilules à côté du café d'Evelyn. « Merci, ma chérie. Et s'il te plaît, je t'ai dit de m'appeler Evelyn. » Elle prit ses pilules sans se plaindre, puis se tourna vers Antoine. « Maintenant, à propos de la famille Hernandez. »« Déjà pris en charge, » interrompit Sophie. « J'ai appelé la banque ce matin. Ils ont accepté de restructurer le prêt et nous couvrons les arriérés grâce au fonds d'urgence de la fondation. » Evelyn rayonnait de fierté. « Tu vois, c'est pourquoi nous devons continuer à travailler. Chaque jour que nous attendons est un jour de plus où quelqu'un pourrait perdre sa maison. » Avant qu'Antoine ne puisse protester davantage, son téléphone sonna. C'était Richard. « Allumez les informations, » dit l'avocat sans préambule. TF1. Antoine prit la télécommande et alluma la télévision du bureau. Il eut le cœur qui se serra lorsqu'il vit le visage d'Alexandre Moreau à l'écran. « Les accusations de M. Dubois sont totalement fausses, » disait Moreau à une foule de journalistes.
Ce n'est rien d'autre qu'une vendetta personnelle. Oui, sa mère était locataire dans l'un de mes immeubles, mais elle est partie volontairement. Et maintenant, il utilise son pouvoir pour détruire mon entreprise. Les actionnaires ne laisseront pas faire ça. La caméra se tourna vers un autre visage familier. Chloé Delacroix, l'ex-petite amie d'Antoine. Antoine a agi de manière très étrange ces derniers temps, dit-elle, son visage parfaitement maquillé, marqué d'une fausse inquiétude. D'abord en disparaissant d'événements importants, puis cette obsession pour sa mère. Beaucoup d'entre nous sont inquiets pour son état mental. Antoine éteignit la télévision, les mains tremblant de colère. Mais avant qu'il ne puisse rien dire, la petite main de sa mère couvrit la sienne. « Ils ont peur », dit Evelyne doucement. « Les gens comme eux ont toujours peur quand leur pouvoir est menacé. Je m'occuperai de Moreau, dit Sophie, déjà en train de taper sur sa tablette. Nous avons toute la documentation. Il ne fait qu'empirer les choses. Et Chloé demanda Antoine. Laisse-la moi, dit Evelyne, un éclat dans les yeux qu'Antoine se souvenait de son enfance, le regard qu'elle avait lorsqu'elle s'apprêtait à donner à quelqu'un une leçon qu'il n'oublierait pas. Plus tard cet après-midi-là, tandis qu'Antoine était en réunion avec les avocats de la Fondation, Evelyne demanda à Sophie d'organiser quelque chose de spécial. Lorsque Chloé Delacroix arriva dans son restaurant préféré pour déjeuner, elle trouva Evelyne Dubois assise à sa table habituelle. « Madame Dubois ?» balbutia Chloé, sa posture habituelle s'effondrant. « Je crains que vous soyez à ma table. Asseyez-vous, mademoiselle Delacroix, dit Evelyne tranquillement. Nous devons parler. Peut-être était-ce l'autorité dans la voix d'Evelyne, ou peut-être était-ce une simple curiosité, mais Chloé s'assit. « J'ai vu votre interview ce matin, commença Evelyne. Vous sembliez très préoccupée par l'état mental de mon fils. Chloé remua mal à l'aise. Eh bien, il faut admettre que son comportement... Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de mon fils, interrompit Evelyne. Lorsqu'il avait 7 ans, il a vu un camarade de classe se faire harceler. Le garçon était pauvre, comme nous, et les autres enfants se moquaient de ses chaussures usées. Antoine a enlevé ses propres chaussures et les a données au garçon. Il est rentré à pied ce jour-là. Chloé cligna des yeux, déstabilisée par l'histoire. « C'est qui est vraiment mon fils ?» continua Evelyne. « Pas l'homme d'affaires froid que vous pensiez connaître. Pas la personnalité mondaine que vous vouliez qu'il soit. C'est quelqu'un qui marchera pieds nus pour aider les autres. » Elle se pencha en avant. « Donc, vous pouvez aller à la télévision et remettre en question son état mental autant que vous voulez. Mais souvenez-vous de ceci, l'homme que vous essayez de détruire. Il est enfin en train de devenir la personne qu'il était, toujours destiné à être. » Lorsqu'Antoine rentra à la maison ce soir-là, il trouva sa mère fatiguée mais satisfaite. « Qu'as-tu fait ?» demanda-t-il en remarquant un soupçon de sourire sur son visage. « J'ai juste eu une petite discussion avec votre ex-petite amie, » répondit Evelyne innocemment. « Je ne pense pas qu'elle donnera d'autres interviews. » Fidèle à sa parole, Chloé Delacroix disparut du cirque médiatique entourant le scandale Moreau. Mais Moreau lui-même ne renonçait pas si facilement. Le lendemain matin, Richard arriva avec des nouvelles inquiétantes. Il rallie le soutien d'autres promoteurs immobiliers, rapporta l'avocat. Ils ont peur que vous ne vous en preniez à eux ensuite. Ils menacent de retirer leurs affaires de votre entreprise. Antoine allait répondre lorsqu'il entendit un bruit de chute venant de la cuisine. Il courut pour trouver sa mère effondrée par terre, Sophie agenouillée à côté d'elle. « Maman !» Il se précipita à ses côtés, la prenant dans ses bras. Son visage était pâle, sa respiration superficielle. « Appelez une ambulance ?» cria-t-il à Sophie, qui était déjà au téléphone. Pendant qu'ils attendèrent les ambulanciers, Evelyne serra sa main. « Ne t'inquiète pas. Autant, murmura-t-elle. Je suis juste un peu fatiguée. » Mais Antoine pouvait voir la vérité. Dans ses yeux. Elle s'était trop forcée, essayant d'aider tout le monde alors que sa propre santé souffrait. À l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les médecins confirmèrent ses pires craintes. Le stress avait eu un impact sur son cœur. Elle avait besoin d'une opération immédiate. À l'hôpital Pitié-Salpêtrière, les médecins confirmèrent ses pires craintes. Le stress avait eu un impact sur son cœur. Elle avait besoin d'une opération immédiate. L'intervention est risquée, prévint le médecin. Compte tenu de son âge et de son état, Antoine sentit le monde tourner. Tout son argent, tout son pouvoir, et il risquait malgré tout de perdre la personne la plus importante de sa vie. Alors qu'il préparait Evelyne pour la chirurgie, elle appela Antoine à son chevet.
« Promets-moi quelque chose, dit-elle, la voix faible, mais déterminée. Promets-moi que tu ne laisseras pas cela arrêter le travail de la Fondation. Ces familles ont besoin d'aide, avec ou sans moi. Maman, ne parle pas comme ça, tu vas aller bien. » Elle serra sa main. « Promets-le-moi, Antoine. Promets-moi que tu continueras à aider les gens. » Les larmes coulant sur son visage, Antoine hocha la tête. « Je le promets. Mais tu dois me promettre quelque chose aussi. Promets-moi que tu te battras. Promets-moi que tu resteras avec moi. Je ne peux pas te perdre à nouveau. » Evelyne afficha ce même sourire doux qu'elle lui avait offert 1000 fois auparavant. « Oh, mon garçon, murmura-t-elle, tu ne m'as jamais perdu. J'ai été là à chaque étape du chemin. » Alors qu'il la roulait vers le bloc opératoire, Antoine réalisa que le plus grand cadeau de sa mère n'avait pas été l'argent qu'elle avait abandonné pour son rêve. Cela avait été de lui apprendre la vraie signification du sacrifice, de l'amour, de ce qui compte vraiment dans la vie. Maintenant, il ne pouvait que prier pour avoir la chance de lui montrer qu'il avait enfin appris cette leçon. La salle d'attente de l'hôpital était silencieuse, sauf pour le doux tic-tac de l'horloge murale. Antoine était assis la tête entre les mains, tandis que Sophie travaillait discrètement à proximité, gérant le flux constant d'appels et de messages concernant la crise de l'entreprise. Mais pour une fois, Antoine ne se souciait pas des affaires. Son monde entier s'était rétréci jusqu'aux doubles portes menant à la salle d'opération où sa mère se battait pour sa vie. « Monsieur Dubois », la douce voix de Sophie interrompit ses pensées. « Le conseil d'administration exige une réunion d'urgence. Ils disent que si vous ne vous présentez pas, ils voteront pour vous destituer de votre poste de PDG. Laissez-les faire, dit Antoine sans lever les yeux. Rien ne compte sauf ma mère en ce moment. » Richard entra en trombe dans la salle d'attente, l'air agité. « Antoine, il faut que tu vois ça. » Il leva sa tablette, montrant un site d'actualité. Le titre fit bouillir le sang d'Antoine. « L'Empire Dubois s'effondre. L'histoire de la mère sans abri du PDG mise en question. » L'article citait des sources anonymes, affirmant qu'Evelyne n'était pas vraiment la mère d'Antoine, que tout cela était un stratagème pour prendre le contrôle de l'entreprise Moreau. Il était même suggéré qu'il avait payé une femme sans abri pour jouer le rôle. « Moreau est derrière tout ça, » dit Sophie, la voix tremblante de colère. « Il essaie de vous discréditer tous les deux. » Antoine se leva, marchant dans la salle d'attente. « Comment ose-t-il ? Comment ose-t-il remettre en question l'intégrité de ma mère ? Après tout ce qu'elle a enduré, une infirmière s'approcha d'eux et le cœur d'Antoine s'arrêta. Mais elle ne faisait que leur apporter le café commandé par Sophie. « Des nouvelles ?» demanda Antoine désespérément. L'infirmière secoua la tête. « L'opération est toujours en cours. Le docteur Philippe se sortira dès qu'il y aura quelque chose à signaler. » Les heures passèrent à vitesse d'escargot. Antoine ne pouvait pas rester assis. Il marcha dans les couloirs de l'hôpital, se souvenant de toutes les fois où sa mère avait pris soin de lui lorsqu'il était malade enfant. Elle avait fait des heures supplémentaires pour payer ses médicaments, s'était passée de nourriture pour qu'il puisse manger, ne s'étant jamais plainte, ne demandant jamais rien en retour. Sophie le trouva regardant par la fenêtre de la chapelle de l'hôpital. « La nouvelle de l'article de Moreau se répand, » dit-elle, doucement. « Mais quelque chose d'intéressant se produit. Des gens se manifestent, des dizaines. D'anciens résidents de ces immeubles, des employés qui ont été témoins de ces pratiques illégales. Ils veulent tous raconter leur histoire. » Antoine l'entendit, à peine. Son esprit était fixé sur un souvenir d'il y a longtemps. Il avait 10 ans avec une forte fièvre. Sa mère était restée debout toute la nuit, rafraîchissant son front avec un linge humide, chantant doucement jusqu'à ce que sa fièvre tombe. « Monsieur Dubois ?» Une nouvelle voix le fit se retourner. C'était Maria Hernandez, la mère de la famille qu'ils avaient aidé à éviter l'expulsion. Elle était là avec un groupe d'autres personnes, des familles que la Fondation avait aidées. « Nous avons entendu parler de votre mère, » dit Maria, les yeux remplis de larmes. « Nous voulions être là et pour prier avec vous. » Antoine regarda le groupe avec étonnement. Il devait y avoir 20 ou 30 personnes, toutes avec des expressions inquiètes, toutes là pour le soutenir, lui et sa mère. « Madame Dubois nous a aidés à garder notre maison, » dit un homme âgé. « Elle a écouté notre histoire, alors que personne d'autre ne le voulait. Elle a apporté des jouets à mes enfants, » ajouta une autre femme. « Elle a dit que chaque enfant mérite quelque chose pour sourire. »
Un par un, ils ont partagé des histoires sur Evelyne, comment elle avait passé des heures à les aider avec les papiers, comment elle s'était battue pour leurs droits, comment elle leur avait donné de l'espoir lorsqu'ils n'en avaient un plus. En quelques semaines seulement, elle avait touché tant de vies. Les larmes coulaient sur le visage d'Antoine alors qu'il écoutait. C'était le véritable héritage de sa mère, non pas l'argent qu'elle lui avait donné, mais l'amour qu'elle avait donné aux autres. Sophie organisa du café et des sandwichs pour tout le monde. La salle d'attente devint un lieu d'histoire partagée et de soutien silencieux. Même Richard, habituellement si concentré sur les affaires, fut ému par la réunion. Puis, après ce qui sembla une éternité, le docteur Phillips apparut en blouse chirurgicale. La pièce devint silencieuse. Antoine ne pouvait plus respirer alors qu'il se levait. Le visage du médecin était impénétrable. « L'opération a été compliquée », commença le docteur Phillips. « Le cœur de votre mère était plus faible que nous ne l'avions prévu. » Antoine sentit son propre cœur s'arrêter. « Mais, » continua le médecin avec un petit sourire, « c'est une battante. Elle s'en est sortie. Elle est en réanimation maintenant. » La salle d'attente éclata en acclamations silencieuses et en larmes de joie. Antoine s'effondra sur sa chaise, submergé par le soulagement. « Puis-je la voir ?» demanda-t-il. « Elle est encore inconsciente, mais oui, vous pouvez rester avec elle quelques minutes. » En salle de réveil, Evelyne avait l'air si petite et fragile parmi toutes les machines et les tubes. Antoine prit sa main doucement. « Vous l'avez fait, maman, » murmura-t-il. « Vous avez tenu votre promesse. Maintenant, je vais tenir la mienne. » Il lui embrassa le front et sortit son téléphone. Il était temps d'y mettre fin une fois pour toutes. « Sophie, » dit-il lorsque son assistante répondit, « appelle à une conférence de presse. Dès à demain matin. Il est temps que tout le monde connaisse la vérité sur Alexandre Moreau et sur ma mère. » « Et la réunion du conseil d'administration ?» demanda Sophie. « Planifie-la juste après la conférence de presse. Et Sophie, procurez-moi tout ce que nous avons sur les transactions immobilières des membres du conseil d'administration. Quelque chose me dit qu'ils n'aimeront pas ce que j'ai à dire. » Alors qu'il était assis en tenant la main de sa mère, Antoine sentit une nouvelle sorte de force le traverser. Moreau et ses alliés avaient pensé qu'ils pouvaient le détruire en attaquant sa mère. Au lieu de cela, ils lui avaient donné quelque chose pour lequel se battre, quelque chose de plus puissant que l'argent ou le statut, l'amour, la justice et la chance de rendre sa mère fière. Devant l'hôpital, les journalistes se rassemblaient, attirés par la nouvelle de l'opération d'Evelyne. Mais ils allaient apprendre qu'ils s'étaient concentrés sur la mauvaise histoire. La vraie histoire ne parlait pas de la chute d'un PDG ou du sauvetage d'une femme, sans abri. Il s'agissait de l'amour d'une mère, de la rédemption d'un fils et du pouvoir de la simple bonté humaine pour changer le monde. Dans son lit d'hôpital, Evelyne remua légèrement, ses doigts se serrant autour de la main d'Antoine. Même inconsciente, elle le tenait toujours, le soutenait toujours, lui montrant toujours le chemin à suivre. « Repose-toi. »« Maintenant, maman, » murmura-t-il, « je vais m'occuper de tout. Tu m'as appris comment faire. » Le matin de la conférence de presse se leva clair et lumineux. Antoine avait passé la nuit dans la chambre d'hôpital de sa mère, ne quittant la pièce que pour enfiler un costume frais que Sophie lui avait apporté. Evelyne dormait toujours, mais son teint était meilleur, et les médecins étaient optimistes quant à son rétablissement. « Je reviens bientôt, maman, » murmura-t-il en lui embrassant le front. « Je vais arranger les choses. » Le hall de l'hôpital était rempli de journalistes et de caméras. Alors qu'Antoine les traversait, il remarqua quelque chose de différent dans leur visage. La faim prédatrice habituelle pour le scandale était mêlée à quelque chose d'autre, une véritable curiosité, et peut-être même de la sympathie. La vue de toutes ces familles dans la salle d'attente la veille n'était pas passée inaperçue. Sophie avait organisé la conférence de presse dans le centre de conférence de l'hôpital. Alors qu'Antoine se dirigeait vers le podium, il vit Alexandre Moreau et plusieurs membres du conseil d'administration assis au premier rang, l'air suffisant. Il pensait à l'avoir acculé. « Bonjour », commença Antoine, la voix ferme. « Vous avez tous rapporté une histoire ces dernières semaines. Une histoire sur un PDG puissant qui a retrouvé sa mère sans abri et qui s'est vengé de son rival en affaires. C'est une bonne histoire. Mais ce n'est pas toute la vérité. » Il sortit une vieille photographie et la montra. Elle montrait une Evelyne beaucoup plus jeune, vêtue de son uniforme de serveuse, tenant un petit garçon.
Voici ma mère, Evelyne Dubois, travaillant à son 2e emploi de la journée. Elle travaillait 3 emplois pour nous soutenir. Quand j'étais malade, elle se passait de nourriture pour acheter mes médicaments. Quand j'avais besoin de fournitures scolaires, elle a vendu son alliance. Et quand j'avais besoin d'argent pour démarrer mon entreprise, elle a vendu la seule vraie maison qu'elle ait jamais possédée. La salle était maintenant complètement silencieuse. Mais il ne s'agit pas seulement de ma mère, il s'agit de centaines de mères, de pères, de familles qui ont été victimes de pratiques commerciales corrompues. Monsieur Moreau, Antoine se tourna vers son rival. Souhaitez-vous expliquer à ces journalistes pourquoi vous avez doublé le loyer des immeubles sans effectuer aucune amélioration, ou pourquoi vous avez soudoyé des inspecteurs du bâtiment pour ignorer les infractions au code du bâtiment? Fin Moreau se leva d'un bond. Ce sont des mensonges. Vous n'avez aucune preuve. En fait, si. Antoine hocha la tête vers Sophie, qui commença à distribuer des dossiers aux journalistes. Dans ces dossiers, vous trouverez des preuves documentées de chaque pratique illégale, de chaque expulsion forcée, de chaque infraction dissimulée, et pas seulement de la part de la société de M. Moreau. Il se tourna vers les membres du conseil d'administration. Vous trouverez également une documentation similaire concernant les propriétés appartenant à des membres de mon propre conseil. Le même conseil qui a essayé de me destituer de mon poste de PDG parce que j'ai osé m'opposer à ces pratiques. La salle éclata dans le chaos alors que les journalistes commençaient à feuilleter les documents. Les caméras ont flashé. Les membres du conseil d'administration ont essayé de partir mais ont vu leur chemin bloqué par des familles. D'anciens locataires venus raconter leurs histoires. Madame Hernandez appela Antoine. Souhaitez-vous dire à tout le monde ce qui s'est passé lorsque vous avez été en retard sur votre loyer? Maria Hernandez se leva, la voix tremblante mais claire. Ils nous ont donné 24 heures pour partir. Mes enfants pleuraient. Nous n'avions nulle part où aller. Mais ensuite, Madame Dubois nous a trouvés. Elle et la Fondation nous ont aidés à garder notre maison. Un par un, les gens se levèrent pour raconter leurs histoires. Des histoires. De difficultés, de désespoir, de perte de tout, puis de retrouver l'espoir grâce à Evelyne et à la Fondation. Voici la vraie histoire, continua Antoine lorsque la salle se tut. Non pas de vengeance, mais de justice. Non pas de pouvoir, mais de compassion. Ma mère m'a appris que le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais au nombre de vies que vous touchez. Il sortit un autre document. C'est pourquoi, avec effet immédiat, je transfère la participation de contrôle dans Dubois Entreprises à la Fondation pour le droit au logement. Chaque propriété que nous acquérons sera convertie en logements sociaux. Chaque profit que nous réaliserons servira à aider les familles à garder leur maison. Les membres du conseil d'administration étaient de maintenant debout, criant au sujet des droits des actionnaires et des poursuites judiciaires. Mais Antoine n'avait pas fini. Et Monsieur Moreau, l'accord pour acheter votre entreprise est toujours d'actualité. Mais au lieu de vous expulser, je vous donne le choix. Vous pouvez nous combattre devant les tribunaux, où ces preuves deviendront publiques. Ou vous pouvez nous rejoindre. Aidez-nous à réparer ce que vous avez cassé. Montrez au monde que même le cœur le plus dur peut changer. Comme sur commande, le téléphone de Sophie sonna. Elle se précipita auprès d'Antoine et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Son visage s'illumina d'un sourire. « Je viens d'apprendre que ma mère est réveillée », annonça-t-il. Elle demande des nouvelles du nouveau contrat de location de la famille Hernandez. Même de son lit d'hôpital, elle pense toujours aux autres. Il regarda directement les caméras. Voilà qui est ma mère. C'est elle qui m'a élevé. Et c'est ce que nous devrions tous nous efforcer d'être. La conférence de presse se termina par des journalistes se précipitant pour déposer leurs articles. Alors qu'Antoine se précipitait vers la chambre de sa mère, il pouvait entendre Moreau se disputer avec ses avocats dans le couloir. Les membres du conseil d'administration étaient regroupés dans des coins, passant des appels téléphoniques frénétiques. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance. Il trouva Evelyne assise dans son lit, fatiguée mais alerte. Sophie était déjà là, lui montrant des photos de la conférence de presse sur sa tablette. « Tu as bien fait, mon chéri », dit Evelyne à l'arrivée d'Antoine. « Mais es-tu sûr de vouloir abandonner le contrôle de l'entreprise » Antoine s'assit au bord de son lit et prit sa main. « Je n'abandonne rien, maman. Je prends enfin le contrôle, de la bonne manière, comme tu m'as appris. » Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes. « Je voulais juste que tu réussisses. »« Je réussis, » répondit Antoine. « Je t'ai de retour dans ma vie. J'aide les gens qui en ont besoin.
quoi de plus réussi que ça? Devant la chambre d'hôpital, le monde changeait. Les histoires arrivaient aux nouvelles, non seulement sur la corruption de Moreau ou la décision d'Antoine, mais sur l'amour d'une mère qui avait transformé l'avidité en compassion, la vengeance en justice, le pouvoir en but. Les journalistes l'appelèrent déjà le plus grand bouleversement du monde des affaires de l'histoire de Paris. Mais dans cette chambre d'hôpital silencieuse, une mère et un fils se tenaient la main et parlèrent de choses plus simples, de la famille, de l'espoir, de l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Et quelque part dans la ville, dans des appartements et des maisons qui avaient failli être perdus, des familles se rassemblaient autour de téléviseurs et de téléphones, partageant les nouvelles. Le système qui avait failli les détruire était en train d'être transformé par la chose même qu'il avait essayé d'ignorer, le pouvoir de l'amour d'une mère. 3 semaines après la conférence de presse, Evelyne rentrait enfin de l'hôpital. Mais chez elle, n'était plus le pantouse de luxe d'Antoine. Il avait surpris sa mère en rachetant leur ancienne maison à Marseille, celle qu'elle avait vendue pour l'aider à démarrer son entreprise. « Antoine, tu n'avais pas besoin de faire ça », dit Evelyne alors qu'il la roulait jusqu'au perron familier. La maison avait été entièrement rénovée, mais ils avaient conservé son charme original. « Si, je le devais », répondit-il, pensant à tous les souvenirs que ces murs contenaient. « C'est ici que nous appartenons. » Sophie attendait à l'intérieur avec une petite fête de bienvenue. La famille Hernandez était là, ainsi que d'autres familles que la Fondation avait aidées. La maison était remplie de l'odeur de plats cuisinés maison et du son de rires d'enfants. « Madame... »« Dubois !» Maria Hernandez se précipita pour embrasser Evelyne doucement. « Nous vous avons manqué aux réunions de la Fondation. Racontez-moi tout ce que j'ai manqué, » dit Evelyne en s'installant dans son fauteuil préféré, le même que celui qu'Antoine avait trouvé dans un entrepôt et avait restauré pour elle. Les nouvelles étaient meilleures que quiconque ne pouvait l'imaginer. Après la conférence de presse d'Antoine, d'autres chefs d'entreprise avaient commencé à se manifester, souhaitant faire partie du changement. La fondation grandissait plus vite que quiconque ne l'avait anticipé. Plus surprenant encore, Alexandre Moreau avait accepté l'offre d'Antoine. L'homme qui avait autrefois jeté des familles hors de leur maison travaillait maintenant avec ces mêmes familles, les aidant à devenir propriétaires. « Il est différent maintenant », rapporta Sophie. « Hier, je l'ai vu aider les enfants Lefebvre avec leurs devoirs pendant que leurs parents remplissaient des demandes de prêt. Les gens peuvent changer, dit Evelyne doucement, quand on leur en donne l'occasion. Richard arriva plus tard, avec d'autres bonnes nouvelles. Les membres du conseil d'administration qui s'étaient opposés à Antoine avaient tous démissionné, remplacés par des leaders communautaires et des défenseurs du logement. Dubois Entreprises devenait un modèle de pratique commerciale éthique. Le cours de l'action a en fait augmenté après votre annonce, dit Richard, toujours étonné. Il s'avère qu'il existe un marché pour les entreprises qui privilégient les gens. Antoine sourit, se souvenant de la façon dont il avait l'habitude de chasser les cours boursiers comme s'ils étaient la seule chose qui importait. Maintenant, il mesurait le succès différemment par le nombre de familles aidées, de maisons sauvées, de vies changées. Alors que la fête continuait, il remarqua que sa mère s'était assoupie dans son fauteuil. Elle était toujours facilement fatiguée, mais ses médecins ont dit qu'elle devenait plus forte chaque jour. Le repos et la tranquillité d'esprit faisaient ce que la médecine seule ne pouvait pas faire. Plus tard dans la soirée, après le départ des invités, Antoine trouva Evelyne dans la cuisine, insistant pour faire du thé malgré les protestations de Sophie. « Maman, tu as besoin de te reposer, » dit-il. « Je me suis assez reposée, » répondit-elle obstinément. « En plus, nous devons parler du nouveau projet de la Fondation. » Antoine leva un sourcil. « Quel nouveau projet ?»« Celui que j'ai planifié depuis mon lit d'hôpital. » Les yeux d'Evelyne scintillèrent. « Savais-tu qu'il y a un vieux bâtiment scolaire à vendre dans le quartier ? Cela ferait un logement parfait pour les personnes âgées à faible revenu, et la cour de récréation pourrait être remise en état pour les enfants du quartier. Toujours penser aux autres, » dit Antoine en secouant la tête avec un sourire. « J'ai appris par expérience à quel point une maison sûre compte, » répondit Evelyne, « et combien ça fait mal d'en perdre une. » Le sourire d'Antoine s'estompa alors qu'il se souvenait de l'avoir trouvée dans cette ruelle. « Je suis tellement désolée, maman. J'aurais dû être là pour toi. » « Tu es là maintenant, dit-elle simplement, et regarde tout le bien qui en est résulté. » Leur réunion, aussi douloureuse ait-elle été, avait déclenché un mouvement. La Fondation ne se contentait plus de sauver des logements.
Elle changeait les pratiques commerciales à Paris. Le lendemain matin, Antoine entra dans son bureau, maintenant situé dans une maison de ville réaménagée près de chez sa mère, pour y trouver une visiteuse inattendue. Chloé Delacroix, son ex-petite amie, était très différente de la mondaine raffinée qu'il avait dénoncée à la télévision. Ses vêtements de créateur et son maquillage parfait avaient disparu, remplacés par un tailleur sobre. « J'ai beaucoup réfléchi », dit-elle avant qu'Antoine ne puisse parler. « À qui je suis, à ce qui compte vraiment dans la vie. »« Et qu'avez-vous décidé ?» demanda Antoine prudemment. « Que je veux aider. Ma famille possède aussi des propriétés, vous savez. Des propriétés qui pourraient servir à quelque chose de plus important que des appartements de luxe. » Antoine étudia son visage, se souvenant des paroles de sa mère sur le fait de donner aux gens une chance de changer. « Avez-vous rencontré le conseil d'administration de la fondation ?» demanda-t-il. Chloé hocha la tête. « Hier, votre mère m'a suggéré de commencer par faire du bénévolat à l'hébergement d'urgence où elle séjournait. Elle a dit que cela m'aiderait à comprendre ce qui compte vraiment. » Antoine ne put s'empêcher de sourire. Sa mère continuait d'enseigner aux gens, de changer des vies. Cet après-midi-là, il avait une réunion avec Alexandre Moreau concernant la transformation de l'un de ses anciens immeubles en centre communautaire. L'homme qui avait autrefois été son ennemi juré se tournait maintenant vers lui pour obtenir des conseils. « Votre mère a visité le site hier, » dit Moreau. « Elle avait quelques idées pour ajouter une crèche pour les parents qui travaillent. Elle est censée se reposer, » soupira Antoine. Moreau sourit. Elle a dit, et je cite, « Le repos est pour ceux qui n'ont pas de travail à faire. » C'était sa mère, toujours penser aux autres, toujours chercher des moyens d'aider. Son cœur avait peut-être été affaibli par des années de difficultés, mais sa capacité d'aimer et de compatir n'avait fait que se renforcer. En rentrant chez lui ce soir-là, Antoine passa devant la ruelle où il avait trouvé sa mère. Elle était différente maintenant, nettoyée avec un petit jardin planté par les enfants du quartier. Une pancarte était accrochée à la clôture. Toute fin peut être un nouveau commencement. La fondation Évelyne Dubois. Il trouva sa mère sur le perron, entourée de papiers, tandis que Sophie essayait sans succès de la faire faire une pause. « Juste une autre demande, » disait Évelyne. « Cette famille a besoin d'une réponse demain. » Antoine s'assit, à côté d'elle, lui prenant doucement les papiers des mains. « Le travail sera toujours là demain, maman. Pour l'instant, il est temps de prendre tes médicaments et de te reposer. » Évelyne soupira mais ne contesta pas. Alors qu'elle le laissait l'aider à entrer, elle demanda « Es-tu heureux, Antoine ? Vraiment heureux ?» Il regarda autour de leur vieille maison, maintenant remplie d'un nouveau but. Par la fenêtre, il pouvait voir Sophie organiser les réunions du lendemain. Sur la table basse se trouvaient des photos de familles qui avaient été aidées par la fondation. Des familles qui avaient maintenant de l'espoir, tout comme lui et sa mère s'étaient retrouvés. « Oui, maman, » dit-il, et pour la première fois de sa vie, il le pensait sincèrement. « Je suis exactement où je suis censé être. » 6 mois s'étaient écoulés depuis le retour d'Evelyne de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. La petite maison de Marseille était devenue plus qu'une simple maison, c'était le cœur d'une communauté. Chaque matin, des gens venaient avec des questions sur les demandes de logement, les problèmes juridiques, ou parfois juste pour une tasse de café et une oreille attentive. Antoine s'était habitué à trouver sa mère tenant cours à la table, de la cuisine, dispensant conseils et espoirs à parts égales. Aujourd'hui n'était pas différent. Alors qu'il descendait, il la trouva avec Maria Hernandez et 3 autres femmes, toutes rassemblées autour d'une pile de papier. La banque ne peut pas refuser votre demande de prêt simplement parce que vous êtes une mère célibataire, disait Évelyne fermement. Nous allons faire examiner cela immédiatement par nos avocats. Maman, interrompit doucement Antoine. Le médecin a dit que tu devais prendre les choses doucement. Je prends les choses doucement, protesta Évelyne. Je suis assise, n'est-ce pas? Les femmes autour de la table rirent, mais Antoine remarqua à quel point sa mère avait l'air fatiguée. Sa guérison se déroulait bien, mais elle se poussait toujours trop fort. Sophie arriva avec leur café du matin et une pile de journaux. Les gros titres attirèrent l'attention de tous. Le PDG de Moreau Industries remporte un prix humanitaire. Il y avait une photo d'Alexandre Moreau, entouré de familles souriantes devant un immeuble récemment rénové. « Vous y croyez ?» demanda Maria secouant la tête. « L'homme qui a essayé de nous expulser remporte maintenant des
Pris pour avoir aidé des gens comme nous. Les gens peuvent vous surprendre, dit Evelyne, souriant. Parfois, ils ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. Antoine savait qu'elle ne parlait pas seulement de Moreau. Sa propre transformation avait été tout aussi spectaculaire. L'homme d'affaires impitoyable qui ne se souciait autrefois que des profits avait disparu, remplacé par quelqu'un dont sa mère pouvait être vraiment fière. Plus tard ce matin-là, Antoine eut une réunion au nouveau siège de la Fondation, le bâtiment scolaire transformé qu'Evelyne avait repéré des mois auparavant. L'aire de jeu était pleine d'enfants, tandis que leurs parents suivaient des cours de formation professionnelle à l'intérieur. Les unités de logement pour personnes âgées aux étages supérieurs étaient presque terminées. Chloé Delacroix l'attendait dans son bureau. Elle avait surpris tout le monde par son dévouement au travail de la Fondation. L'ancienne mondaine passait maintenant ses journées à travailler directement avec les familles sans abri, les aidant à accéder à un logement permanent. Le conseil d'administration de Henderson Properties a approuvé la proposition, annonça-t-elle sans préambule. Nous transformons tous nos développements de luxe en logements à revenus mixtes. Antoine sourit, se souvenant à quel point elle ne s'était autrefois souciée que de paraître dans les magazines mondains. « Votre père a accepté cela ?»« En fait, c'était son idée, » répondit Chloé. « Après avoir rencontré votre mère, eh bien, elle a cet effet sur les gens. » Oui, elle l'avait. L'influence d'Evelyne s'était étendue bien au-delà de leur quartier. Les chefs d'entreprise de toute la ville repensaient à leurs pratiques. D'autres fondations copiaient leur modèle. Le changement se produisait, une maison à la fois. Cet après-midi-là, Antoine reçut une autre visiteuse surprise, son ancien chauffeur, James. L'homme avait été avec lui pendant ses jours d'affaires impitoyables, observant silencieusement son patron gravir les échelons de la hiérarchie. « Monsieur, » dit James hésitant, « je me demandais si la Fondation pourrait avoir besoin d'un autre bénévole, puisque vous n'avez plus besoin de chauffeur. » Antoine regarda le vieil homme avec une nouvelle compréhension. « En fait, nous avons besoin de quelqu'un pour aider à transporter les familles aux entretiens d'embauche et aux rendez-vous médicaux. Quelqu'un de digne de confiance qui connaît la ville. » Le visage de James s'illumina. « J'en serais honoré, monsieur. » Alors qu'Antoine regardait son ancien chauffeur remplir les papiers de bénévolat, il pensa au nombre de vies qui avaient été changées, non seulement les familles qu'ils avaient aidées, mais tous ceux qui étaient entrés en contact avec le travail de la Fondation. Richard Martin arriva avec les derniers rapports financiers. La Fondation grandissait plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Les entreprises qui avaient autrefois été leurs plus féroces concurrentes étaient maintenant leurs plus ferventes supportrices. « L'idée de votre mère concernant le fonds de développement communautaire est brillante, » dit Richard Martin. « Apprendre aux gens à investir dans leur propre quartier, c'est révolutionnaire. »« C'est maman, » répondit Antoine fièrement. « Elle voit toujours le potentiel en tout et en chacun. » Il se retrouva à penser au jour où il l'avait trouvée dans cette ruelle. À l'époque, cela avait semblé être le pire moment de sa vie. Maintenant, il comprenait que cela avait été le meilleur, le moment qui l'avait mis sur la voie pour devenir la personne qu'il était censé être. Sophie interrompit ses pensées avec des nouvelles urgentes. « Le bureau du gouverneur vient d'appeler. Ils veulent vous rencontrer, vous et Madame Dubois. Ils sont intéressés par la mise en œuvre de notre modèle de logement à l'échelle nationale. » La première pensée d'Antoine fut que ce serait trop pour sa mère. Mais lorsqu'il rentra à la maison et lui annonça la nouvelle, les yeux d'Evelyne s'illuminèrent de ce feu familier. « Pensez à combien de familles nous pourrions aider, » dit-elle avec enthousiasme, « si nous pouvions changer les lois, rendre le système plus équitable. Maman, ta santé va bien, » l'interrompit-elle fermement. « Les médecins ont dit que mon cœur est plus fort. Et quelle meilleure façon de le garder fort que de l'utiliser pour aider les autres ?» En regardant son visage, rayonnant de détermination et de passion, Antoine ne put pas discuter. Sa mère avait passé toute sa vie à donner, à abandonner ses rêves pour les siens, à donner sa maison pour l'aider à démarrer son entreprise, à donner son temps et son énergie pour aider les autres, même lorsqu'elle n'avait plus rien pour elle-même. Mais maintenant, enfin, elle recevait quelque chose en retour. Non pas seulement un logement confortable ou de bons soins médicaux, mais la joie de voir son sacrifice porter ses fruits de manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Ce soir-là, ils s'assirent ensemble sur le perron, regardant les enfants du quartier jouer dans la rue. À côté, la famille. Hernandez faisait un barbecue. L'odeur de la nourriture grillée se mélangeait au son des rires et de la musique.
Tu te souviens quand tu étais petit ?» demanda soudainement Evelyne. « Tu disais que tu allais acheter une grande maison et m'emmener d'ici. » Antoine ressentit une pointe de culpabilité. « J'avais honte de notre origine. Je ne comprenais pas alors ce qui compte vraiment. » Et maintenant, il regarda autour du quartier dont il avait autrefois désespérément voulu s'échapper. Les maisons n'étaient pas luxueuses, mais c'étaient des foyers. Les gens n'étaient pas riches, mais ils étaient une famille, non seulement les uns pour les autres, mais pour lui et sa mère. « Maintenant, je comprends que la vraie richesse ne dépend pas de ce que vous avez, » dit-il doucement. « Elle dépend de ce que vous donnez. » Evelyne lui serra la main, les larmes aux yeux. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» demanda-t-elle. « Pas la fondation, ni les vies que nous avons changées, ni même le fait de te retrouver. Ce qui me rend le plus fier, c'est que tu comprends enfin ce que je sais depuis toujours, que l'amour est le seul investissement qui ne faille jamais. » Alors que le soleil se couchait sur leur petite maison de Marseille, Antoine pensa au chemin parcouru et à celui qui restait à faire. Il y avait plus de familles à aider, plus de vies à changer, plus d'amour à donner. Mais pour l'instant, assis avec sa mère sur leur perron, regardant leur communauté prospérer, il était exactement où il devait être. L'homme d'affaires impitoyable avait disparu, remplacé par le fils dont sa mère avait toujours cru qu'il pouvait être. Et en fin de compte, cela valait plus que toute la richesse du monde. 1 an s'était écoulé depuis le jour où Antoine avait trouvé sa mère dans cette ruelle. La petite maison de Marseille était décorée pour une fête avec des fleurs et des ballons qui remplissaient chaque recoin. C'était l'anniversaire d'Evelyne, mais c'était devenu beaucoup plus que cela. C'était une célébration de tout ce qu'ils avaient accompli ensemble. Le gouverneur venait de signer la loi Evelyne Dubois sur le droit au logement, garantissant des protections de logement abordables dans tout l'État. Le modèle de la fondation était copié dans les villes de tout le pays, mais plus important encore, leur quartier était redevenu une véritable communauté, où les gens veillaient les uns sur les autres et où personne n'avait à affronter ses difficultés seul. Antoine se tenait dans la cuisine, regardant sa mère tenir court dans la cour arrière. Elle était assise dans son fauteuil préféré, entourée d'enfants du quartier. Les médecins avaient été étonnés par sa guérison au cours de l'année écoulée. Ils ont dit que c'était comme si son cœur avait été guéri non seulement par la médecine, mais par l'amour et le but. « Racontez-nous encore une fois l'histoire de la ruelle, Madame Dubois », supplia l'un des enfants. « Oui, racontez-nous comment Monsieur Antoine vous a trouvé », ajouta un autre. Evelyne rit. « Vous avez entendu cette histoire 100 fois, mais c'est notre préférée », insistèrent les enfants. Antoine sourit, se souvenant à quel point les choses avaient été différentes il y a 1 an. Il avait été si perdu alors, entouré de richesses, mais vide intérieurement. Trouver sa mère ne l'avait pas seulement sauvé, cela l'avait sauvé lui aussi. Sophie apparut à ses côtés, le presse-papier à la main comme toujours, mais maintenant, elle était plus qu'une simple assistante. Elle était devenue un membre de leur famille, allant même jusqu'à emménager dans l'appartement au-dessus du garage, afin de pouvoir être plus près pour aider Evelyne. « Tout est prêt pour l'annonce », dit-elle doucement. Antoine hocha la tête. Il planifiait cette surprise depuis des mois. La fondation avait enfin réussi à réunir suffisamment d'argent pour racheter tous les immeubles que Moreau avait jamais possédés, les transformant, tous en logements sociaux. Mais ce n'était pas la plus grande nouvelle. Alexandre Moreau lui-même entra dans la cuisine, l'air nerveux. L'année écoulée l'avait également changé. Travailler avec les familles, qu'il avait autrefois, tenté d'expulser, lui avait appris ce qui comptait vraiment dans la vie. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda-t-il à Antoine. « C'était l'idée de maman, » répondit Antoine, « et elle a généralement raison sur ce genre de choses. » Dans la cour arrière, d'autres invités arrivaient. Maria Hernandez et sa famille, les enfants Hernandez, Chloé Delacroix, qui dirigeait maintenant la fondation caritative de sa famille, et des dizaines d'autres dont la vie avait été touchée par l'amour et la sagesse d'Evelyne. Richard Martin arriva avec les derniers papiers, suivi d'un groupe de journalistes. Cette annonce allait faire les gros titres, mais pour une fois, Antoine ne se souciait pas de la presse. Il ne se souciait que de la réaction de sa mère. « Mamani » appela-t-il entrant dans la cour arrière. « Nous avons quelque chose à te dire. » La foule se tut alors qu'Antoine, Moreau et Richard Martin s'avançaient. Evelyne leva les yeux de son récit, la curiosité dans les yeux. « Il y a 1 an, » commença Antoine, la voix pleine d'émotion, « je pensais que le succès signifiait avoir la plus grande entreprise, le plus d'argent.
le plus de pouvoir. Je pensais que je devais quitter ce quartier pour être quelqu'un, mais tu m'as appris que le vrai succès ne dépend pas de ce que tu prends, il dépend de ce que tu donnes. Il fit un signe de tête à Moreau, qui s'avança avec une enveloppe épaisse. « Madame Dubois, dit Moreau, la voix humble, il y a 1 an, j'étais un homme qui avait perdu son chemin. J'avais oublié que les immeubles ne sont pas seulement des propriétés, ce sont les maisons des gens, leurs rêves, leur avenir. Vous m'avez aidé à me souvenir de ce que signifie être humain. » Il lui tendit l'enveloppe, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient des actes de propriété, des centaines. Tous les immeubles que j'ai jamais possédés, expliqua Moreau. Ils sont tous transférés à la Fondation, mais pas seulement comme logements sociaux. Chaque immeuble aura un centre communautaire, des programmes de formation professionnelle, des garderies, tout ce dont les familles ont besoin pour prospérer. Les yeux d'Evelyne se remplirent de larmes lorsqu'elle parcourut les papiers. Mais Antoine n'avait pas fini. « Et maman, il y a plus. » Il sortit un autre document. La Fondation ne reçoit pas seulement les propriétés de Moreau. Toutes les grandes sociétés immobilières de la ville ont accepté de réserver 30% de leurs propriétés pour des logements sociaux. Elles appelaient cela l'initiative Evelyne Dubois. La foule éclata en applaudissements, mais Antoine leva la main pour demander le silence. Mais la plus grande nouvelle, « Maman, le gouverneur vient d'appeler. Ils veulent faire de notre modèle de fondation un modèle national. Ils veulent que tu diriges une nouvelle commission nationale du logement. » Evelyne resta assise dans un silence stupéfait, regardant les papiers dans ses mains. Finalement, elle parla. « Tout cela, dit-elle doucement, parce que tu m'as trouvé dans cette ruelle. »« Non, maman, corrigea doucement Antoine. Tout cela grâce à ton amour. Grâce au sacrifice que tu as fait il y a 20 ans lorsque tu as vendu ta maison pour m'aider à démarrer mon entreprise. Grâce à chaque gentillesse que tu as montrée aux autres, même lorsque tu n'avais rien pour toi. Grâce à ta conviction que chacun mérite une chance de vivre une vie meilleure. » Il s'agenouilla à côté de son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. « Tu n'as jamais abandonné, maman. Même lorsque j'ai oublié d'où, je venais, même lorsque j'étais trop fier pour appeler. Même lorsque je passais devant des sans-abri sans même y jeter un coup d'œil. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Tu n'as jamais cessé de croire que je pouvais être une meilleure personne. » Les larmes coulaient maintenant librement, non seulement chez Evelyne et Antoine, mais chez beaucoup dans la foule. Ils connaissaient tous l'histoire. Comment? L'amour d'une mère avait transformé non seulement son fils, mais toute une ville. « Alors qu'en dis-tu, maman ?» demanda Antoine. « Prête à nous aider à changer tout le pays ?» Evelyne regarda la foule, les enfants de Maria Hernandez jouant avec les enfants Hernandez, Chloé Delacroix s'essuyant les larmes des yeux, Moreau debout, fier et digne de sa rédemption, Sophie rayonnant de fierté familiale. Elle vit la communauté qu'ils avaient construite, les vies qu'ils avaient touchées, l'espoir qu'ils avaient créé. « À une condition, dit-elle enfin, les yeux scintillants. Nous le faisons à partir d'ici. Cette maison, ce quartier, c'est ici que nous appartenons. » Antoine la serra fort dans ses bras, se souvenant de cette nuit terrible dans la ruelle. Il avait pensé la sauver, mais la vérité était qu'elle l'avait sauvé lui. Son amour lui avait rendu son âme. Alors que la fête se poursuivait autour d'eux, Antoine s'assit à côté de sa mère, lui tenant la main comme elle avait tenu la sienne tout au long des difficultés de son enfance. Devant leur petite maison de Marseille, la ville changeait. L'espoir remplaçait le désespoir, la compassion remplaçait la cupidité, l'amour guérissait les vieilles blessures. Et tout avait commencé par l'amour d'une mère, un amour si puissant qu'il pouvait transformer non seulement une vie, mais d'innombrables autres. Un amour qui prouvait que parfois, la plus grande richesse ne se trouve pas dans les comptes bancaires ou les accords commerciaux, mais dans le simple acte de donner son cœur aux autres. En fin de compte, c'était le plus grand cadeau d'Evelyne à son fils. Non pas l'argent qu'elle avait sacrifié pour son rêve, mais la leçon que le vrai succès vient de l'utilisation de ses bénédictions pour bénir les autres. Et alors qu'ils étaient assis ensemble, en cet après-midi magnifique, entourés de la communauté qu'ils avaient y construite, la mère et le fils savaient qu'ils avaient enfin trouvé le vrai sens de la richesse, l'amour qui s'enrichit au fur et à mesure que vous le donnez.